Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur les chaînes parlementaires et politiques. C'était l'un des moments forts, très forts de cette journée. La Marseillaise qui a retenti au Congrès de Versailles. Il y a l'émotion, toujours bien sûr, mais aussi des questions ce soir autour des mesures annoncées par le président Hollande. Alors quels changements concrets, moyens policiers, judiciaires et militaires? On en parle avec nos invités politiques qui étaient présents à Versailles. Se dirige-t-on vers une grande coalition contre l'État islamique? Le chef de l'État français doit rencontrer ses homologues américains et russes. Pour quelle inflexion de notre politique étrangère? Le débat ce soir avec en exclusivité l'ambassadeur de Russie, Alexandre Orlov. Il est notre invité. Également avec l'ancien ministre de la Défense, Gérard Longuet, et Bernard Squarcini, qui a été le chef du contre-espionnage français. Enfin, réflexion plus générale aussi sur les mots utilisés, leur importance pour nommer l'ennemi, sans sujet tabou ni faux semblant. On en parle avec Jean-Paul Delevoye, président du Conseil économique, social et environnemental, l'historien Benjamin Stora et l'éditorialiste à Valeurs Actuelles, François Dorcival. Voilà donc pour le programme de cette édition spéciale. Merci d'être en notre compagnie. Tout de suite, les repères de l'actualité, c'est avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous. L'enquête s'accélère. 3 jours après la terreur qui a frappé Paris, 5 kamikazes sur 7 ont été identifiés. Perquisitions, premières inculpations. Les investigations sont menées de l'Île-de-France à la Belgique. On fait le point avec Nathalie Guilloire et Pauline Dame. Il pourrait être le cerveau présumé des attentats de Paris. Ce Belge, âgé de 28 ans, est un membre très actif de Daesh en Syrie. Il connaissait Salah Abdeslam, le frère d'un des kamikazes. Ce dernier est ce soir toujours recherché par la police belge après une vaine chasse à l'homme dans le quartier de Molenbeek en Belgique. À ce jour, 5 des 7 kamikazes ont été identifiés. Le kamikaze du Stade de France, près duquel un passeport syrien a été retrouvé, pourrait être Ahmad Al-Mohammad, 25 ans, né en Syrie. À ce nom s'ajoute celui de Bilal Hadfi, 20 ans. Le 3e kamikaze n'a toujours pas été identifié. Autre lieu, autre identité, Sami Amimour, 28 ans, né à Paris, originaire de Drancy. Il est l'un des assaillants morts au Bataclan. Il était connu des services antiterroristes et un mandat d'arrêt international avait été lancé à son encontre en 2013. 4e terroriste, Osmar Ismaël Mostefaï, 29 ans, qui s'est aussi fait exploser. Le 3e terroriste du Bataclan n'est toujours pas identifié. Quelques rues plus loin, Brahim Abdeslam, 31 ans, petit frère de Salah Abdeslam, s'est fait exploser dans un restaurant boulevard Voltaire. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les raisons qui l'ont poussé à déclencher sa ceinture loin d'une foule. 3 frères seraient impliqués dans ces attentats. L'un de Saleh Abdeslam, 26 ans, fait l'objet d'un mandat d'arrêt international. C'est lui qui aurait loué la voiture Polo noire pour se rendre au Bataclan. La traque du terroriste est toujours en cours. Cécile Sixou. Ce soir, Salah Abdeslam est toujours en cavale. Ce serait le 8e terroriste des attentats de vendredi. Ce Français résident en Belgique a 26 ans. Il est toujours activement recherché. Il pourrait être l'homme de la logistique des attentats. C'est en tout cas lui qui a loué les voitures utilisées par les terroristes. Il se trouvait aussi, d'après certaines informations, au volant de la Seat noire utilisée par le commando pour viser les terrasses de cafés et restaurants, avec son frère Brahim Abdeslam qui s'est fait exploser dans un café boulevard Voltaire sans faire de victimes. Exfiltré par 2 amis venus le récupérer à Paris, leur voiture a été contrôlée à Cambrai, mais inconnus des services français, ils n'ont pas été interpellés. Sa trace a été perdue en Belgique. Armé et dangereux, la police a lancé un mandat d'arrêt international contre lui. Au même moment, le G20 se réunissait, un sommet largement consacré à la lutte internationale contre le terrorisme. Barack Obama a réaffirmé sa ferme opposition à l'envoi de troupes au sol en Syrie et a défendu sa stratégie contre l'État islamique. Il a aussi annoncé aujourd'hui le renforcement des collaborations entre services de renseignement de son pays et ceux de la France. Le partage d'informations militaires opérationnelles sur les objectifs en Irak et en Syrie sera intensifié. Et toujours en Syrie, la France intensifiera ses frappes. François Hollande l'a affirmé aujourd'hui depuis le congrès de Versailles. Le porte-avions Charles de Gaulle sera déployé en Méditerranée orientale pour tripler les forces d'action. Hier, les chasseurs français, 10 appareils Rafale et Mirage, ont bombardé massivement des cibles djihadistes à Raqqa, un poste de commandement et un camp d'entraînement détruits au nord-est de la Syrie.
Aujourd'hui, les hommages aux victimes se sont multipliés en France et dans le monde. À midi, le pays s'est figé pour 1 minute de silence, stupeur, peine, colère. Le deuil national de 3 jours se poursuit jusqu'à demain mardi. On retrouve tout de suite Sonia et ses invités. Vous revenez bien sûr sur le discours du président de la République devant le Congrès à Versailles. À Versailles, un discours très solennel, des mots, une grande émotion, bien sûr, et beaucoup d'annonces dont nous allons parler ce soir avec un projet de réforme de la Constitution, ses conséquences, des outils également pour lutter contre le terrorisme avec des moyens policiers, judiciaires, militaires. Mais quels changements concrets? Les attentes sont très importantes. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on va écouter un extrait du discours de François Hollande sur ce changement, ce projet de révision de la Constitution. Nous devons aller au-delà de l'urgence. Et j'ai beaucoup réfléchi à cette question. J'estime en conscience que nous devons faire évoluer notre Constitution pour permettre au pouvoir public d'agir conformément à l'état de droit contre le terrorisme de guerre. Mais cette guerre, d'un autre type, face à un adversaire nouveau, appelle un régime constitutionnel permettant de gérer l'état de crise. C'est ce qu'avait proposé en 2007 le comité présidé par Édouard Balladur, qui réfléchissait sur l'évolution de notre Constitution. Il suggérait de modifier l'article 36 de notre texte fondamental pour y faire figurer l'état de siège ainsi que l'état d'urgence. Et sa proposition renvoyait à une loi organique le soin de préciser les conditions d'utilisation de ces régimes. Je considère que cette orientation doit être reprise. Il s'agit de pouvoir disposer d'un outil approprié pour fonder la prise de mesures exceptionnelles pour une certaine durée, sans recourir à l'état d'urgence et sans compromettre l'exercice des libertés publiques. Nos invités ce soir, Bruno Retailleau, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes le président du groupe Les Républicains au Sénat. Nous accompagne Frédérique Espagnac, bonsoir et bienvenue. Vous êtes la sénatrice socialiste des Pyrénées-Atlantiques, vice-présidente du groupe socialiste. André Chassaigne, bonsoir et bienvenue. Vous êtes le président des députés du Front de gauche à l'Assemblée. Alors madame, messieurs, nous sommes encore dans un moment de deuil, de douleur. Il y a aussi les questions, beaucoup d'émotions et un moment de gravité avec beaucoup d'attentes, Bruno Retailleau, de la part des citoyens, beaucoup d'attentes dans ce moment de gravité. Est-ce que vous estimez que le moment que vous avez vécu cet après-midi, avec le discours du président, les débats qui se sont suivis, les prises de parole, tout cela était à la hauteur de ce moment? Le lieu est à la hauteur, il y a une solennité, vous l'avez vous-même souligné dans votre introduction. On est au château de Versailles et on est dans un moment grave puisque je rappelle que avec le décret du président de la République, les 3 journées de deuil s'achèveront demain soir. On a tous envie de faire face, évidemment. On a tous envie de faire en sorte qu'on puisse offrir aux Français le plus haut niveau de protection. Ça a souvent été dit, et je vais répéter une banalité, mais par rapport à ce que nous avons vécu au mois de janvier, l'atmosphère est très différente. Je pense que la France s'était rassemblée, elle s'est rassemblée encore, mais on sent très bien qu'il y a une exigence, une demande de résultats très vite et de réponses. Donc on a eu un discours du président de la République qu'on a écouté attentivement. Les uns et les autres, on s'est dit disponibles en réalité pour qu'on puisse compléter notre arsenal. Mais au-delà des mots, il faudra désormais effectivement des actes. Il faudra qu'on regarde Pourquoi très précisément. Désormais Parce que le Congrès, parce que, écoutez, on a ce que j'ai un peu dit aussi dans mon discours, les questions que nous nous posions au mois de janvier. Ce sont les mêmes qu'on se pose aujourd'hui, mais avec une plus grande acuité. Nous avons, depuis 10 mois, nous, en tout cas mon groupe, ici au Sénat, fait des propositions par l'intermédiaire de rapports, par l'intermédiaire d'amendements. Je suis heureux que le président de la République, d'ailleurs, en retenu un certain nombre. J'aurais préféré qu'il soit retenu avant. Alors c'est la question, Frédérique Espagnac. On va parler des mesures dont certaines sont fortes, et d'ailleurs elles ont été reprises en partie par la droite. Est-ce que vous estimez, et on l'a entendu pendant les prises de parole après les discours du président, qu'on a perdu du temps après le mois de janvier? Non, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Par ailleurs, je pense que la polémique
n'a pas lieu d'être sur ce sujet-là, personnellement. C'est une question qui se pose. Oui, c'est une question qui se pose et je crois qu'on est tous en droit de regarder les choses en face aussi. On a tous été choqués par ce qui s'est passé. Je pense que M. Retailleau l'a dit, je crois qu'il y a eu un travail parlementaire qui a été fait et à l'Assemblée nationale et au Sénat, mêlant tous les parlementaires et tous les partis politiques. Je crois qu'il y a été un travail de qualité et en même temps, je crois qu'il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites. Il faut aussi du temps, il faut des moyens. Et malheureusement, il faut en arriver à ce qui s'est encore passé il y a 3 jours pour que les moyens soient sans doute enfin libérés, on va dire, en tout cas posés. On a eu un certain nombre de discussions avec Bruxelles. Je vous rappelle que François Hollande avait demandé que dans les discussions que nous avions avec Bruxelles, les dépenses de l'armée ne soient pas comptabilisées. Donc d'où l'urgence que Bruxelles ne nous avait pas acceptée. Bruxelles, certains se demandent ce soir, mais quel numéro l'Europe? Où est l'Europe? Je crois qu'en tout cas, le président a été clair sur cette question. L'Europe doit prendre ses responsabilités. Et je crois que nous sommes tous ici autour de cette table d'accord. Je crois que la France s'est engagée sur le terrain, mais elle s'est engagée aussi au nom de l'Europe. Et souvent, elle a été bien seule. Et donc, je crois que l'Europe doit aussi, au-delà de la question de la sécurité de nos frontières, aussi dans des moments où on part à l'attaque, en tout cas un pays comme la France part à l'attaque sur le sol syrien, ne pas donner le sentiment d'être seul et en tout cas être accompagné aussi par des moyens financiers. Alors on va rentrer dans les détails des mesures. Je poursuis ce tour de table. André Chassaigne, le président, en égrenant toutes ces mesures et le changement de constitution, il a rappelé à chaque fois le cadre, l'état de droit. Quel est l'équilibre? C'est important aussi entre les mesures extrêmement nécessaires, attendues, l'attente est très forte, et aussi l'état de droit qui est le nôtre, bien sûr. Oui, c'est pour cette raison que, au-delà des affirmations du président, il faudra bien qu'on étudie ce qu'il y a dans les textes de loi qui vont nous être proposés. Parce que je pense que notamment le texte de loi qui doit arriver en discussion à l'Assemblée nationale dès mercredi en commission et jeudi, pour être voté par l'Assemblée nationale, va sans doute préciser des points qui ne sont pas une application mécanique de la loi de 1955. Donc, qu'est-ce qu'il y aura exactement dans ce texte de loi? Jusqu'où ira-t-il? Comment des garanties seront données sur les libertés fondamentales? Parce que je crois qu'il y a quelques nuances qui sont apparues dans les débats. Je crois que dans les débats, il y a eu effectivement beaucoup de dignité, de solennité, une forme d'émotion qui exigeait, je crois, une réponse au niveau. Mais quand on décrypte les différentes interventions, même si ça a été fait de façon plus ou moins habillée, on peut dire, on a quand même des nuances, je crois, qui sont relativement importantes sur les positions à avoir. Nous, ce que l'on dit, par exemple, on est prêt, bien évidemment, à soutenir, je parle des députés du Front de gauche et je pense des sénateurs communistes, puisqu'il y a du groupe communiste du Sénat, on est prêt à soutenir des mesures qui permettent de garantir la sécurité, parce que c'est prioritaire, mais en même temps, on sera très attentif au fait que les libertés fondamentales Sur quoi vous êtes d'accord, sur quoi vous respectées. n'êtes pas d'accord dans ce qui a été cité, par exemple? Si on prend les points derrière les autres, je dirais bien que on n'a pas le texte précis. Donc sur le principe de l'état d'urgence, on a dit que les mesures qui étaient prises par le président de la République étaient des bonnes mesures, on l'a dit. Mais il est bien évident que dans le cadre du prolongement, il faut savoir exactement ce qu'il y aura dedans. On n'a pas d'a priori d'opposition par rapport à ça. Mais ensuite, il y a la question de la Constitution. Alors, on va en parler. Je vais d'abord faire réagir. réagir Bruno Retailleau à certaines mesures. Il est vrai, le président vous a demandé, Bruno Retailleau, à la droite, à l'opposition, d'être derrière lui. C'est ce qu'on a appelé l'Union nationale. Mais il a repris en même temps certaines de vos propositions. L'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux et d'autres mesures. Est-ce que vous estimez ce soir que ces mesures-là, qui doivent être prises, discutées, vont dans le bon sens? Celles-là, évidemment, qu'elles doivent être prises. On a proposé ces mesures il y a déjà plusieurs mois. Donc, c'est des mesures qui seront importantes. Il y a d'autres mesures. Moi, je pense aux mesures de surveillance. Alors, on a parlé du fichier S, mais ça devient impropre parce que dans ce fichier, vous avez 16 niveaux de dangerosité. Il faut plutôt parler d'individus qui sont extrêmement dangereux, qui peuvent menacer la sûreté, si j'ose dire, de
de l'État et de nos nationaux. Donc là, il y a des mesures à prendre qui, pour l'instant, qui ne sont pas révélées. On verra les textes. Hein. Moi, je suis bienveillant, évidemment. Il y a aussi les centres de déradicalisation. Je pense qu'il faudra construire des places de prison dans la mesure où on essaie, et ça débute, hein, la politique pénitentiaire, d'isoler un certain nombre d'individus dangereux. En revanche, il y a deux autres fronts qui sont importants. Il y a le front extérieur où on sent une évolution du président de la République, c'est clair. Pour l'instant, c'est une petite inflexion. Depuis longtemps, moi je dis, il faut une coalition mondiale. Il faut arrêter de faire une fixation sur M. Bachar el-Assad parce on va en parler. C'est l'État islamique. Je voudrais qu'on reste encore sur le plan intérieur. Oui. Alors, sur le plan intérieur, il y a aussi la question de la Constitution dont on pourra parler tout à l'heure. Non, mais je vous pose la question tout de suite. Est-ce que c'est le moment, parce qu'on imagine aussi les réactions des téléspectateurs, est-ce que c'est le moment d'engager, je vous la pose à tous, cette réforme de Constitution, ce débat-là, il paraît parfois peut-être un peu surréaliste pour les citoyens en ce moment? Écoutez, ça ne doit pas être une réforme pour rien. Moi, je l'ai dit, on est a priori prête à regarder et à entrer dans le texte. Simplement, on n'a pas le texte. Je pense qu'il aurait été de bonne politique que le président de la République voit le président du Sénat, nous consulte. Je lui ai demandé hier, il nous a réunis à 15h à l'Élysée pour une réforme constitutionnelle quand même, ce qui fait que c'était difficile de réagir à chaud. Simplement, au jour d'aujourd'hui, je ne comprends pas le bien fondé de cette réforme. Mais je veux laisser au président de la République le bénéfice du doute. Il ne faut pas une réforme pour rien et ça ne doit pas être alors, un enfumage. Alors vous êtes un peu plus bienveillant que d'autres, hein, puisque François Fillon n'est pas du tout pour cette réforme, ni, dit-on, Nicolas Sarkozy. On attendra quand même les déclarations fermes. Frédéric Espagnac, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le bien fondé de cette réforme constitutionnelle? Écoutez, je pense que le président l'a dit mieux que moi. Il y a une urgence et l'état de crise permet de le gérer avec le fait de le prolonger pendant les 3 mois. La réalité, c'est que nous ne devons pas faire quelque part, à la limite, ce que M. Retailleau nous a reproché au lendemain des attentats de janvier. C'est-à-dire C'est-à-dire que là, maintenant, il faut qu'on gère sur la durée le danger. Et donc, il faut des mesures aujourd'hui qui nous permettent, certes, d'accompagner les 3 mois, mais surtout de les dépasser, donc à la fois avec ce qui a été dit sur les fiches S et sur un certain nombre de choses, des propositions qui ont été faites, qui ont été reprises, et je crois qu'il faut savoir... Avant le temps long, il y a l'urgence. Oui, mais l'urgence, on y est dedans, on va la gérer là dans les jours qui viennent, à la fois avec la prolongation et le vote qu'on fera les uns et les autres d'ici la fin de la semaine. Maintenant, il y a concrètement, l'État a besoin aussi de nouvelles mesures, de nouveaux moyens d'agir, d'action, et voilà, entre à la fois l'article 16 et l'article 36, indéniablement, il y a un manque. En tout cas, le président l'a ressenti comme tel. J'ai essayé, avec le recul, de lister les points sur lesquels le président de la République a fait des propositions. Je n'ai trouvé aucun de ces points qui nécessite une réforme constitutionnelle, notamment sur les pouvoirs exceptionnels, l'article 16 ou l'article 36. Et d'ailleurs, ce que j'observe, c'est que l'état d'urgence, il a été décrété. Ça fonctionne. Et ça fonctionne aujourd'hui avec la Constitution telle qu'elle est. Donc, encore une fois, non, je partage l'analyse de François Fillon, de Nicolas Sarkozy. Simplement, moi, je demande à voir le texte pour m'exprimer de façon définitive. Aujourd'hui, j'émets des doutes, des sérieux doutes. Vous êtes dans la même position ? Là, c'est la question de ce que l'on appelle dans notre langage la hiérarchie des normes. C'est-à-dire, on a actuellement l'article 36 qui met au rang constitutionnel l'état de siège. Est-ce qu'on a besoin de mettre au rang constitutionnel l'état d'urgence? N'oublions pas qu'une fois qu'on l'aura mis là, il faut ensuite une majorité des 3/5. Il y a tout ce qui doit venir après. Le faire disparaître. Ce que je veux dire, c'est qu'avec un gouvernement qu'on peut considérer comme étant démocratique, c'est pas la même chose que si demain on a un gouvernement différent, sans citer de nom, qui pourrait utiliser ce nouvel article mettant l'état d'urgence dans les normes de la Constitution pour en faire un mauvais usage. Alors on va sortir un moment des articles pour rentrer dans les mesures concrètes et plusieurs axes précis. Pas de réduction d'effectifs dans la défense, Bruno Retailleau. Création de postes pour les gendarmes. On a aussi compris qu'il y avait là un message qui n'est pas subliminal, on l'a compris, à son prédécesseur. Là, ce sont des mesures importante, c'est du concret, c'est création de postes, pas de réduction d'effectifs dans la défense, qui a été vraiment les militaires le demandaient. Non, mais ça, c'est rattraper quoi? Je dis c'est rattraper la case de Sarkozy comme suppression d'emplois. Voilà, la politique politicienne qui revient. Non. Simplement, je redis simplement à André Chassaigne qu'aujourd'hui, vous avez plus de 2 millions, 300 ou 400 000 patrouilles de moins sur la voie publique.
tout n'est pas effectif. C'est en même temps une question d'organisation et d'autres moyens. Ce que je veux dire par là, c'est que, et je lui ai indiqué d'ailleurs hier à 15 heures, je lui ai dit, Monsieur le Président de la République, il faudra aussi rehausser le niveau des moyens. Simplement, là où j'ai du mal à être d'accord, c'est que si on laisse filer les déficits, il y a des moyens. On est les derniers de la classe en France. Qu'est-ce qu'on veut Bruno Retailleau, qu'est-ce qu'on veut, précisément? On veut des moyens puisque supplémentaires. Puisque vous parlez d'hiérarchie des priorités, puisque vous parlez de des moyens supplémentaires. Simplement, pourquoi est-ce que... Alors, je vais faire bondir André Chassaigne, mais les 3 jours de carence dans la fonction publique, c'est 700 millions d'euros. Donc, le président de la République, fidèle à ce qu'il est habituellement, dit on va dépenser plus, mais je ne ferai aucune réforme. Il faut les deux. La France a besoin de réformes. Et si la France a besoin de réformes, la France, comme les autres pays européens, doit faire attention à ne pas laisser filer les déficits, en même temps qu'on doit mettre un certain nombre de moyens. Mais il y a des choix à faire. La politique, gouverner, c'est aussi arbitrer il y a une et faire situation des choix. d'urgence et de gravité, vous l'avez rappelé. Ne me dites pas qu'il n'y a rien à changer en France. Il y a des économies à faire. Tous les autres pays l'ont fait. Seule la France, pour l'instant, ne le fait pas. Vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que vous n'avez pas vu un président de la République qui n'a pas pris des décisions. Vous ne pouvez pas dire, avec le discours qui a été fait et qui sera suivi par les actes très prochainement, en l'occurrence, avec des annonces qui sont faites. Moi, je ne vais pas tomber dans la polémique. Il y en avait plus avant, il y en avait moins aujourd'hui. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un besoin. Et ce constat, on l'a tous aujourd'hui autour de la table. La réalité, c'est quoi? C'est que les Français ont besoin demain de se dire oui. Le personnel aujourd'hui, policiers, gendarmes, CRS, va être renforcé. Oui, les moyens de la justice vont être accompagnés parce qu'à la fois, il faut rendre hommage à ce travail que les uns et les autres font maintenant depuis des mois, avec la fatigue qui est la leur indéniablement. Ça, parce qu'on leur demande cet après-midi, beaucoup. Et donc, il faut savoir, dans ce cadre, voilà. Sûr, donc la question n'est pas de se rentrer dans la polémique entre nous. Moi, j'en ai pas envie ce soir. Mais pourquoi est-ce que, je vous interroge, pourquoi est-ce que mettre des moyens sur la table pour la défense, pour la sécurité nationale, nous empêcherait par ailleurs de poursuivre le travail qu'ont fait tous les pays européens en matière de finances publiques? Aujourd'hui, en matière de finances publiques, je crois que pour l'instant, le gouvernement a quand même de parler loi de finances et ça nous a été suffisamment reproché par certains, en l'occurrence, commencer à faire des efforts. Les réformes, vous les avez vues et vous ne pouvez pas dire, en tout cas, que les réformes ne se font pas maintenant depuis les 3 dernières années. Et puis, par ailleurs, j'ai envie de dire aussi, je crois que le président de la République n'a pas dit qu'il ne faisait pas de choix à ce jour. Il a dit dans un premier temps, moi ce qui m'importe c'est le pacte de sécurité avant le pacte de stabilité. Premier point. Deuxième point, excusez-moi juste, des choix seront faits, vous le savez, parce qu'on n'aura pas le choix. Mais pour l'instant, l'urgence... c'est pas ce qu'il a dit, c'est pas ce que j'ai entendu. Écoutez, pour l'instant, en tout cas, je crois qu'il y avait un signe à donner. Il faudrait qu'on insiste sur un point important, et peut-être qu'on va vous mettre d'accord sur ce point-là, c'est la formation, André Chassaigne, d'une garde nationale, formée de réservistes de la défense. C'est une idée que certains demandent, notamment à droite, mais aussi les militaires, depuis longtemps. Est-ce que ça peut soulager, justement, d'avoir ces civils militaires, on l'a compris à temps partiel, pour soulager les militaires de profession? C'est une demande aussi importante qui permet de faire le lien entre la société, les civils et les militaires, la défense. Moi, je crois que cette question montre qu'on est en train de tous, d'ailleurs ça apparaît dans le débat, de se replier sur la seule question de la sécurité intérieure qui serait liée à des problèmes de maintien de l'ordre et tout ça. Et dans tous les échanges que l'on a, c'est ça qui apparaît en premier. Or, il faut bien considérer que les problèmes que l'on a aujourd'hui, c'est lié d'une part aussi à des questions d'éducation, des questions de vivre ensemble dans les quartiers. Ça a été posé d'ailleurs durant le débat cet après-midi. C'est-à-dire c'est ces questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait de notre jeunesse? Qu'est-ce qu'on fait des jeunes qui sont sans emploi? Vous avez eu des réponses dans le discours du président aujourd'hui? Non, pas vraiment par rapport à ça. C'était plus axé d'une part, c'était essentiellement axé sur les évolutions à avoir sur nos textes de loi et notamment sur la Constitution et sur les questions de politique extérieure. Et vous pensez qu'il a manqué cet aspect-là? Non, parce que je dis pas qu'il faut tout balayer, mais nous-mêmes ici, soyons attentifs à pas considérer que les seules réponses sont des réponses sécuritaires. Alors les mots sont importants justement, Bruno Retailleau. François Hollande a dit que ce n'est pas une guerre de civilisation parce qu'ils n'en ont aucune, donc c'est terroriste, et il parle d'idéologie djihadiste, pas islamiste. On ne va pas rentrer dans un débat de mots, mais quand même, nommer l'ennemi, ça a toujours été important, on l'a toujours dit. Pour le combattre, il faut le nommer. Est-ce que vous estimez que c'est fait? C'est ce que j'ai indiqué en débutant mon discours. Je n'avais pas entendu le président de l'Assemblée nationale, justement,
parler de terrorisme djihadiste ou de terroriste islamiste. Voilà, je pense qu'il faut nommer les choses, vous avez raison. Alors après, les mots, vous savez, les mots sont les mots. Je pense que j'ai préféré effectivement, alors moi je préfère nommer les choses, c'est un radicalisme salafiste, islamiste très clairement. Le président de la République a utilisé djihadiste, je pense que tout le monde le comprend. Je pense qu'il faut le faire. Il faut le faire parce que il faut désigner l'ennemi, c'est important. Et je le rejoins, nous ne sommes pas dans une guerre civilisation contre civilisation. La barbarie, c'est l'envers de la civilisation. Et les valeurs que nous portons, j'ai essayé de l'exprimer aussi, sont pas uniquement des valeurs françaises, la liberté, l'égalité, la fraternité. J'ai en tête de très beaux livres pour la fraternité d'Amnedour Bidar, que j'aime beaucoup. Non, on a affaire à un nihilisme, on a affaire à un totalitarisme islamiste extrêmement grave que j'ai désigné, moi, il y a plus d'1 an. J'avais même parlé à l'époque d'islamo-fascisme parce que quand on va sur place et quand on a les témoignages, on se rend compte que c'est une violence pure, brute, énorme. André Chassaigne, vous partagez je suis beaucoup plus nuancé. Je crois qu'il faut être extrêmement attentif sur le choix des mots. Et le risque que l'on a aujourd'hui, c'est que le mot même islam provoque une forme de globalisation et que jette l'anathème sur une religion. Il faut être très très attentif à ça. Parce que je crois qu'il y a des raccourcis ensuite qui se font dans les esprits. Donc si on peut remplacer ce mot par un autre, je préférais. Le deuxième point que je voudrais souligner, c'est quand on parle uniquement du terrorisme qui serait lié à une idéologie de radicalité au niveau de l'islam, on oublie quelque chose d'extrêmement important. C'est le fait que derrière tout ça, on a affaire à des criminels qui sont à la recherche d'argent, qui habillent, à mon avis, d'une idéologie religieuse, des objectifs qui sont bien différents, qui cherchent à s'enrichir, qui cherchent, c'est vrai, à créer un État, à écraser aussi les esprits, mais pas seulement lié à une question de religion. Derrière tout ça, il y a du trafic. Vous avez raison de le rappeler, mais pourquoi j'insiste sur les mots? Relisez la très belle lettre, qui est une autre lettre d'Abdenour Bidar. Relisez-la qu'il a écrit quelques semaines après les premiers attentats. Frédéric Spagnac, j'insiste sur les mots parce que certains disent, certains sociologues, certains historiens, que notre plus grande faiblesse, ce serait de ne pas regarder la vérité en face. Et la regarder en face, c'est nommer les choses, c'est ne pas avoir de sujet tabou, pas de débat tabou, pas de faux semblants. Je crois qu'il n'y a pas de sujet tabou. Regardez, oui, enfin, je veux dire, la déclaration de François Hollande vendredi soir, au moment même où les attentats sont encore en cours, voilà, et je crois qu'il pointe clairement, et il donne, enfin, il utilise des mots, comme vous dites, il nomme l'ennemi, il le pointe du doigt, et je crois que très clairement, il lui dit aussi que la France sera là pour faire face. La réalité, c'est que je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a à la fois le besoin de répondre aux Français, il y a à la fois le besoin de, certes, utiliser des mots, mais je crois qu'on le disait avec André Chassaigne tout à l'heure avant de commencer, il y a eu un ensemble de déclarations du président de la République. Peut-être que tous les Français n'ont pas vu les différentes prises de parole en vidéo. Je crois que c'est un tout, ce message. Et donc les mots ont certes compté, mais dans les différentes prises de parole. Moi, je voudrais revenir sur ce qui a été dit, juste sur ça, sur l'éducation, le rôle que nous avons et la place que nous devons donner aux jeunes. Certes, le président n'en a pas suffisamment peut-être parlé tout à l'heure. Il a été à la minute de silence à la Sorbonne, c'est un symbole fort. L'importance de l'éducation, très important, de la pédagogie. Mais je crois aussi qu'il faut vraiment donner aux jeunes dans nos quartiers, leur montrer à quel point ils ont toute leur place et à quel point la laïcité et la place des jeunes est liée. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez avec nous. La suite de votre édition spéciale. Dans quelques instants, nous parlerons de politique étrangère. Vous l'avez esquissé tout à l'heure, Bruno Retailleau, des changements et inflexions avec notamment l'ambassadeur de Russie en France. Il n'a pas parlé depuis quelques jours. Il est notre invité, Alexandre Orlov, l'ancien chef du contre-espionnage français, Bernard Squarcini. Mais d'abord, le décryptage politique ce soir autour justement de ce moment cet après-midi avec François Hollande. On l'a rappelé donc à Versailles, discours martial, solennel, discours applaudi. Il y a bien sûr de l'émotion chez les parlementaires de tous bords, mais les prises de parole qui ont suivi l'intervention du président montrent aussi des nuances, des divergences. Les attentes sont fortes. On en parle avec notre chroniqueur politique, Gilles Leclerc. Bonsoir. Bonsoir. Gilles, le moment était important. C'est un enjeu aussi pour François Hollande. Bien sûr. Et est-ce que, au fond, à la question ce soir, est-ce que François Hollande est-il devenu véritablement chef de guerre? C'est probablement oui depuis évidemment vendredi dernier. Il l'a confirmé aujourd'hui. C'est bien ça la question qui est posée. La réponse est oui dans les mots, on l'a entendu beaucoup.
Elle est oui aussi dans la posture, bien évidemment. Elle est oui dans les intentions. Il n'y a pas de doute et il n'y a pas de débat là-dessus. Pour les actes, c'est vrai qu'il y a des mesures très concrètes annoncées, y compris d'ailleurs des propositions qui émanaient de l'opposition, par exemple sur les expulsions, sur des déchéances éventuellement de binationaux éventuellement. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce je dirais, de véritable inflexion, je dirais même double inflexion. Une inflexion sécuritaire, ça c'est clair. Qui aurait dit quand même que François Hollande, issu des rangs de la gauche, irait jusqu'à ce point-là quand même dans la sécurité, mais il fait face à la fois à l'urgence. Autre inflexion également, inflexion diplomatique. On n'est plus tout à fait quand même sur la ligne Fabius vis-à-vis, je dirais, de la Russie, de Bachar el-Assad. La priorité, il l'a dit, François Hollande, c'est évidemment Daesh. Alors, dans ce qu'on pourrait dire aujourd'hui, c'est que dans l'état de la France, telle qu'elle est, de ses moyens, qui restent limités à tout point de vue, des principes quand même du droit français qui continuent d'exister, François Hollande est sans doute allé, je dirais, au maximum de ce qu'il pouvait faire et dire. Restent deux questions, pour ne pas dire peut-être quelques ambiguïtés. Vous en avez parlé tout à l'heure. Faut-il aller jusqu'à un changement en effet de constitution ? Point d'interrogation, et ça soulève un débat, notamment à droite. C'est sans doute habile politiquement, mais je pense que ce n'est pas du tout le moment de parler de ça. Était-ce vraiment nécessaire? C'est à voir. Sur la politique étrangère, cela demande encore un peu de clarification, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à Bachar el-Assad, et aussi à l'égard, par exemple, de deux pays dont on n'a pas entendu parler, Arabie Saoudite et Qatar, qui n'ont pas été mentionnés par François Hollande. Donc on va dire, pour résumer, que la volonté, elle est là, des mesures concrètes sont annoncées, l'urgence est décrétée, c'est en quelque sorte le pari de François Hollande, qui sait néanmoins que le gouvernement ne pourra pas faire tout seul. Il a besoin d'alliés au plan international, ça n'est pas gagné, et il a besoin aussi d'un consensus français, et ça n'est pas certain non plus, mais ce soir on a presque envie de dire chiche, mais la route sera très longue. Bien sûr, les défis importants sont à venir. Merci beaucoup Gilles Leclerc pour votre analyse. Il est 22h30 passé. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur les chaînes parlementaires et politiques pour cette édition spéciale. Tout de suite le rappel des dernières informations sur bien sûr les suites de ces attaques de Paris avec Paul Bouffard. Cette information qui vient de nous parvenir, le gouvernement français serait prêt à réviser la Constitution pour créer un régime civil d'état de crise. Par ailleurs, un visa de retour des Français revenant de Syrie pourrait être imposé, ainsi qu'une éventuelle assignation à résidence. Tout un pays pleure ce soir. La France rend hommage aux victimes des attaques sur les lieux du drame. Des bougies, des fleurs par milliers. 1 minute de silence ce midi et la Tour Eiffel depuis ce soir drapée de bleu, blanc, rouge. Audrey Vietaz. Il est midi, la France unie se fige dans le silence. À Lyon, à Toulouse, à Poitiers, 1 minute en hommage à toutes les victimes des attentats de Paris. À quelques pas du Bataclan, les visages sont fermés, graves. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France, elle défend les droits des... Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et puis, il n'y a que la Marseillaise pour briser le silence. La France attaquée, c'est le monde entier qui le ressent dans sa chair. Des prières au Royaume-Uni, le silence en Pologne, en Côte d'Ivoire. Le G20 aussi s'arrête quelques instants. À l'autre bout du monde, Melbourne dessine la paix. Nous sommes ici pour soutenir la paix pour tous, et en particulier à Paris. Paris qui ne sombre pas, elle brille toujours dans le monde entier, à l'image de cette tour Eiffel tricolore qui s'illuminera jusqu'à mercredi. 5 des 7 terroristes sont formellement identifiés ce soir. 2 personnes ont été mises en examen pour attentat terroriste en Belgique. On voit tout de suite les derniers avancements de l'enquête avec Nathalie Guilloire. Abdelhamid Abaoud, il pourrait être le cerveau présumé des attentats de Paris. Ce Belge, âgé de 28 ans, est un membre très actif de Daesh en Syrie. Il connaissait Salah Abdeslam, le frère d'un des terroristes. Ce dernier est ce soir toujours recherché par la police belge après une vaine chasse à l'homme dans le quartier de Molenbeek en Belgique. À ce jour, 5 des 7 kamikazes ont été identifiés. Le kamikaze du Stade de France, près duquel un passeport syrien a été retrouvé, pourrait être Ahmad Al-Mohammad, 25 ans, né en Syrie. À ce nom s'ajoute celui de Bilal Hadfi, 20 ans. Le 3e kamikaze n'a toujours pas été identifié. Autre lieu, autre identité, Sami Amimour, 28 ans, né à Paris, originaire de Drancy. Il est l'un des assaillants morts au Bataclan.
Il était connu des services antiterroristes et un mandat d'arrêt international avait été lancé à son encontre en 2013. Quatrième terroriste, Omar Ismail Mostefaï, 29 ans, qui s'est aussi fait exploser. Le troisième terroriste du Bataclan n'est toujours pas identifié. Quelques rues plus loin, Brahim Abdeslam, 31 ans, petit frère de Salah Abdeslam, s'est fait exploser dans un restaurant boulevard Voltaire. Les enquêteurs cherchent toujours à comprendre les raisons qui l'ont poussé à déclencher sa ceinture loin d'une foule. Au Sénat, les parlementaires n'ont pas voulu modifier l'ordre du jour. Ils examinent ce soir une résolution sur la COP21 évoquée cet après-midi par François Hollande. On retrouve Tam Tranui en salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur écologiste Ronan Dantec. Oui, Ronan Dantec qui est également le porte-parole climat de cités et gouvernements locaux unis. En clair, il porte la voix des territoires lors de cette grande négociation, la COP21. Alors François Hollande a annoncé le maintien de la COP21. Pour le chef de l'État, c'est un moment de solidarité et d'espérance. Est-ce que c'est aussi un symbole de résistance face à la barbarie de vendredi ? Oui, c'est un symbole, évidemment, il ne faut pas donner l'impression qu'on recule face aux terroristes. Mais fondamentalement, l'enjeu de la COP, c'est qu'effectivement les États qui viennent à Paris aient compris quel est le défi. Et le défi, en essayant de stabiliser le climat, c'est d'éviter demain plus de migration et plus de terrorisme. Donc il ne s'agit pas juste de venir à Paris pour marquer sa solidarité, il s'agit pour les chefs d'État de venir à Paris avec des propositions qui stabilisent le climat. Parce que sinon, demain, c'est plus de migration massive et c'est certainement plus de terrorisme. Vous faites un lien direct entre le climat et ce terrorisme qui nous a frappé vendredi. Tous les observateurs dans le monde font un lien direct entre la crise climatique au lac Tchad et le développement de Boko Haram, font un lien entre ce qui se passe en Syrie et le fait que 1 million de Syriens entre 2006 et 2010 ont quitté leur terre à cause des sécheresses. Le changement climatique, demain, ça sera ça. Des désagrégations sociales qui se traduiront par du terrorisme et de la barbarie. Donc Paris est dans ce cadre-là. Autre sujet essentiel pour cette grande manifestation qui va accueillir de très nombreux chefs d'État, c'est bien sûr la sécurité autour de cette manifestation. Qu'est-ce que vous attendez comme mesure ? Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a là un défi pour la France. Donc je comprends aujourd'hui qu'on revoie les dispositifs pour la sécurité de la COP. Je crois surtout, c'est un peu notre inquiétude à ce stade, qu'il faut maintenir ce qui fait l'équilibre de la COP. La COP, c'est à la fois une négociation entre États, mais c'est aussi une dynamique des acteurs non étatiques. Et comme vous l'avez dit, moi je porte la voix des collectivités territoriales sans lesquelles aucun pays n'atteindra ses objectifs. Donc il faut aussi sécuriser les événements non étatiques à la COP. C'est un enjeu fondamental. On le voit, vous tenez à ce que ces négociations ne soient pas réduites au strict minimum. Merci beaucoup Ronan Dantec d'avoir répondu à nos questions. Merci. Je vous retrouve tout à l'heure Paul pour d'autres réactions. Merci Tam. En Turquie, le G20 était réuni aujourd'hui. Les attentats de Paris ont modifié l'agenda du sommet. Les chefs d'État et de gouvernement se sont engagés à mener une action déterminée dans la lutte contre le terrorisme international. On en parle avec Sonia et ses invités. Quelle inflexion ou changement majeur dans notre politique étrangère après les attaques du 13 novembre, mais bien avant aussi. Il y a eu plusieurs demandes qui se sont multipliées à droite comme à gauche pour une réorientation de la diplomatie française et donc de notre stratégie militaire sur le terrain syrien. Au centre de cette réflexion, il y a le rôle désormais déterminant, clé de la Russie. Alors, s'orientons vers une grande coalition. Barack Obama semble se diriger vers cette voie. Le président américain, français et russe qui vont se rencontrer dans les prochains jours. On va en parler avec nos invités dans quelques instants. D'abord, un rappel des faits avec Mounir Soussi. Devant le Parlement, François Hollande a précisé ses objectifs sur le front de la politique extérieure. Le cœur de la menace se trouve en Syrie. C'est donc là-bas qu'une partie du problème doit se résoudre. Et en Syrie, nous cherchons résolument, inlassablement, une solution politique dans laquelle Bachar el-Assad ne peut constituer l'issue. Mais notre ennemi en Syrie, c'est Daesh. François Hollande maintient sa fermeté vis-à-vis du président syrien, mais il tend la main à Vladimir Poutine. Il rencontrera prochainement le chef d'État russe ainsi que le président américain et appelle à la formation d'une grande coalition. Des inflexions insuffisantes aux yeux de l'opposition. François Hollande fait fausse route sur la politique syrienne de la France. Et la France, si c'est vraiment son but de guerre, doit accepter de reconsidérer ses alliances, parler avec la Russie, avec tous les grands pays de la région. La France a intensifié ses frappes aériennes en territoire syrien, notamment à Raqqa, le fief de Daesh, et va déployer le porte-avions Charles de Gaulle dans la région.
François Hollande souhaite une réunion rapide du Conseil de sécurité de l'ONU pour coordonner la lutte contre le terrorisme. Et nos invités sur ce sujet, l'ambassadeur de Russie en France, Alexandre Orlov, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec nous, Bernard Squarcini, bonsoir. Bonsoir. Vous avez été directeur de la surveillance du territoire, vous avez dirigé les renseignements généraux, puis la direction centrale du renseignement intérieur. Nous accompagne également ce soir Gérard Longuet, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Ancien ministre de la Défense, sénateur Les Républicains. Alexandre Orlov, nous allons parler ce soir de la politique étrangère de la France et du rôle de votre pays, clé, de plus en plus cité, la Russie. Mais d'abord, vous ne vous êtes pas exprimé depuis ces attaques, ces attentats à Paris. Comment vous les avez vus, vécus? On a vu des images de solidarité de la population russe, nombreuses. Bien sûr, j'ai vécu ces attaques terribles des terroristes à Paris dans la nuit du 13 au 14 novembre, comme tous les Parisiens, comme tous les Français. Alors j'ai une grande compassion, une grande solidarité pour le peuple français qui traverse une épreuve difficile. Et vous avez bien remarqué que cet effort, cet élan de solidarité, on l'a vu aussi à travers toute la Russie, et notamment à Moscou. Il y a eu des milliers et des milliers de gens qui sont venus apporter des fleurs, allumer des bougies devant l'ambassade de France. Et je crois que cet élan de solidarité, c'est quelque chose de très important sur lequel nous pouvons bâtir une alliance pour aller au-delà de Daesh. Bernard Squarcini, il faut aussi rappeler, préciser le contexte dans lequel les attaques de Paris ont eu lieu. François Hollande l'a dit cet après-midi, il y a eu l'attentat de Beyrouth, il y a eu celui d'Ankara en Turquie, il y a eu l'avion russe qui a explosé au-dessus du Sinaï. Cette guerre, elle est dans tous les pays aujourd'hui. Oui, il y a une métastase qui est volontairement effectuée de la part de Daesh au sein d'une surenchère avec Al-Qaïda et toutes ses filiales. Et donc l'État islamique aujourd'hui représente la principale menace pour plusieurs nations. Aujourd'hui, nous savons, même si nous avions des doutes, qu'il s'agissait d'une filière franco-belge qui trouve ses origines et sa matrice en Syrie, qui est le fief, et qui vient frapper aujourd'hui notre territoire national et demain un autre État. Donc rien de nouveau. Et la Syrie constitue le foyer principal après l'Afghanistan, après l'Irak. Donc des choses qui se répètent inlassablement. Gérard Longuet, les djihadistes, les terroristes combattent la France, patrie des droits de l'homme, comme l'a dit François Hollande, et étendent leurs actions. On a cité un petit peu ce spectre de pays et beaucoup se demandent quelle est la stratégie. Est-ce qu'il y a eu un déclic, un basculement dans la stratégie des terroristes de l'État islamique? Pourquoi il y a eu cette multiplication? On peut le dire quasiment sur un mois, d'un nombre d'attentats qui est incroyable, sanglant, avec des centaines et des centaines de morts partout. Et on a rappelé, monsieur l'ambassadeur, ça a touché votre pays, 224 personnes tuées, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier non plus que les attentats que connu Paris il y a 3 jours, nous les avons connus en Russie il y a 10 ans. Exact. Je vous rappelle qu'il y a 10 ans, les terroristes ont pris en otage des spectateurs dans un théâtre moscovite, dans une salle de spectacle. Il y a eu des dizaines de morts. Et une année après, une école entière à Beslan, au Caucase, a été aussi prise en otage. Le jour de la rentrée scolaire, le 1er septembre, il y a eu aussi des dizaines et des dizaines de morts enfants. C'est-à-dire cette guerre que nous connaissons hélas aujourd'hui en France, nous le connaissons depuis 10 ans déjà. C'est important de rappeler ce contexte. Je crois qu'il y a... Oui, mais la situation est en train de se clarifier en Syrie. C'est-à-dire qu'il y a un ennemi principal qui peut, je le souhaite profondément, fédérer une coalition unique. Ce n'était pas le cas il y a encore 2 ans, où nous avions des initiatives séparées, et où en particulier le président Hollande souhaitait s'engager directement contre le gouvernement de Damas, ce qui était évidemment une réaction d'émotion compréhensible, mais qui n'était pas une stratégie. Aujourd'hui, et peut-être au lendemain de l'intervention russe, qui a permis en quelque sorte d'équilibrer une situation, l'émirat islamique se rend compte qu'il ne pourra pas l'emporter facilement, et donc il exerce une pression sur les opinions nationales en multipliant des actes de terroristes, en espérant ainsi faire en sorte que le gouvernement russe, le gouvernement français, les Libanais laissent tomber la Syrie. Pas à Damas, laisse tomber la Syrie, ne s'en occupe plus, en se disant c'est sans solution, c'est indébrouillable, on laisse tomber. Je crois qu'il se trompe lourdement. Et cet après-midi, moi je retiens qu'une chose et je me tais, c'est que le président de la République française dit très clairement qu'il veut
discuter avec tout le monde, c'est-à-dire avec la Russie, et obtenir une décision du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est-à-dire obtenir un projet qui puisse être accepté par votre pays. Et c'est quelque chose de complètement nouveau et c'est une perspective très positive parce que si toutes les grandes puissances sont d'accord, Daesh ne tiendra pas longtemps. Alexandre, votre pays a demandé depuis plusieurs semaines déjà une coalition mondiale. Il y a eu un aparté qui a été très remarqué évidemment en ce moment. Dimanche en Turquie, Vladimir Poutine et Barack Obama, ils se sont entretenus en tête-à-tête en marge du sommet. Est-ce que vous nous dites ce soir clairement qu'on va vers cette grande coalition et qu'elle est admise et même favorisée, poussée par les Français désormais? Je crois qu'on s'achemine vers la création de cette grande coalition qui a été proposée, je rappelle, par le président Poutine dans son discours devant les Nations Unies le 28 septembre dernier. Alors, après quelques hésitations, on constate qu'aujourd'hui les États-Unis sont plutôt du même avis et maintenant la France qui va nous rejoindre. Et je crois qu'on a vraiment, peut-être pour la première fois depuis des années, de créer une vraie coalition, une grande coalition qui va se battre contre Daesh, contre les terroristes, un peu s'inspirant de l'exemple de cette coalition anti-hitlérienne des années 40. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des hésitations, Bernard Squarcini? On va poser toutes les questions ce soir, parce qu'il y a des experts qui ont affirmé, et qui affirment encore aujourd'hui, américains, je l'ai noté, c'était sur la chaîne CNN, que l'intervention militaire russe en Syrie se concentre davantage, c'est ce qui est dit, et bien sûr l'opposition, que sur Daesh. Est-ce que c'est la réalité sur le terrain? D'abord sur le Ça, terrain, vous l'avez entendu. Oui, bien sûr. Nous avions écrit à l'époque qu'il était assez contradictoire pour nous, services, qui avions la remontée de terrain de certaines informations, qu'il était contradictoire d'aller combattre AQMI au Sahel et d'armer les opposants en Syrie parce qu'ils étaient liés au reste des poches islamistes radicales irakiennes. Donc pour nous, c'était inconcevable. Aujourd'hui, dire qu'on peut faire un tri sélectif entre les poches et les positions, c'est un problème de stratège et de renseignement militaire. Je ne rentrerai pas dans ce domaine. Par contre, je vois dans la coalition que nombre de voix réclament depuis plusieurs années un saut qualitatif, bien sûr, indéniable, mais qui permettra aux services de renseignement de reprendre une relation véritable avec les services syriens d'Ali Mamlouk, qui ont une très bonne connaissance de toutes les filières syriennes. Vous avez entendu François Fillon ce soir qui va jusqu'à exiger l'ouverture d'une antenne, d'une ambassade. Notre ambassade a été fermée, les forces sont reparties en Jordanie où nous avons pris une base arrière, mais les services syriens sont là, travaillent et ont une connaissance exacte et fidèle de tous les gens qui arrivent, qui partent, via la Turquie ou non, car les Turcs ont également leurs problèmes à régler, peuvent nous aider jusque dans une certaine manière, mais il y a des limites. Les seuls services à être présents depuis plusieurs années, ce sont les Allemands, qui ont continué, le BND allemand a toujours eu une présence très forte et a permis de nous aider. Mais... Je voudrais vous poser une question précise. Les services syriens, dit-on, seraient en possession de la liste des djihadistes français sur le terrain. Est-ce vrai, Et deux, est-ce que cette liste peut nous être communiquée en France pour des actions peut-être ciblées? Oui, les services syriens travaillent, ils constatent beaucoup de choses, ils ont des éléments. Ensuite, ils nous les donnent que si on travaille dans un rapport de confiance et d'égalité, non pas dans un rapport de défiance. Moi-même, j'ai été sollicité pour aller les voir, car j'ai gardé une bonne relation personnelle avec le chef des services. Bon, on m'a fait comprendre que politiquement, ce n'était pas tout à fait viable. Mais c'est dommage parce que je pense que l'on a perdu du temps. On aurait pu identifier des gens très intéressants qui sont passés par la Belgique et qui sont revenus. Gérard Longuet, on se rend bien compte qu'on est à un moment de bascule. Basculement des alliances, basculement de beaucoup de choses. Là, c'est ce moment-là que nous sommes en train de vivre? Oui. Oui, parce qu'on est en train de découvrir... Bon, il y a des personnages, mais derrière les personnages, il y a des rapports de force qui sont historiques, géographiques, culturels, et qui ne disparaîtront pas demain matin. La France et le gouvernement français, à juste titre, portent un jugement sévère sur Bachar el-Assad. Sauf que c'est un gouvernement minoritaire, mais qui représente toutes les minorités fortes. Plus que sévère. C'est une condamnation du tyran qu'il est, sanglant.
Oui, ce qui est dit. Le jugement est mérité, il était mérité sur son père aussi, et on a travaillé avec lui pendant 30 ans. Mais je veux dire simplement qu'il y a une réalité damascène, il y a une réalité de la Syrie alaouite ou de la Syrie chrétienne, il y a une réalité de la Syrie sunnite liée au Liban, commerçante, cultivée, qui ne se reconnaît absolument pas dans les sunnites du désert, qui sont ceux de Daesh, qui sont ceux du Tigre, de l'Euphrate. J'ai un petit trou de mémoire sur les rivières et sur les fleuves. Et d'autre part, il y a les sunnites que les monarchies du Golfe ont entraînés et qu'ils n'ont pas réussi à imposer comme le principal opposant. Et manifestement, il va falloir que deux de ces groupes acceptent de se respecter pour pouvoir détruire le troisième. Et la grande coalition doit dire on ne peut pas avoir que des ennemis, il faut un ennemi principal, et une fois que cet ennemi principal sera neutralisé, les autres se calmeront. D'où l'importance des pays de la région, Alexandre Orlov. Est-ce que, on le sait, hein, les Iraniens, eux, sont sur le terrain. Est-ce qu'ils vont participer, ils doivent encore plus participer à cette coalition? Est-ce que ce sont des alliés, ce sont aujourd'hui des alliés totalement, à part entière, notamment des Russes? Je crois que toute solution, si on veut vraiment construire une grande coalition, il faut passer par les Nations Unies. Absolument. Et là j'ai vu justement, et j'ai été très satisfait par les paroles du président François Hollande quand il a parlé d'une résolution du Conseil de sécurité. Et c'est un changement chez lui. C'est un changement important. D'ailleurs, cette résolution a été proposée par la Russie il y a un mois déjà. Et nous pensons que justement, dans le cadre de cette résolution, on pourra éventuellement faire deux choses. La première, peut-être entériner cette feuille de route de la solution politique qui est ébauchée pendant les 3 rencontres à Vienne entre tous les protagonistes de la région. Et deuxièmement, créer cette grande coalition qui va se battre contre Daesh. Puisqu'il y a deux choses. Une chose, la solution politique, et on peut déclarer la trêve dans la guerre entre Bachar et les opposants politiques, mais en même temps, continuer à battre Daesh et tous les autres groupes terroristes. Tout le monde le répète, Daesh est l'ennemi numéro 1. Où est-ce que vous placez dans tout ce dispositif dont vous venez de parler, cette solution politique, où est-ce que vous placez? Ce n'est plus une obsession aujourd'hui, mais on a besoin de le savoir pour qu'il y ait une position claire. Bachar al-Assad, est-ce que la Russie tient à l'homme, Bachar al-Assad, ou alors aux structures d'un régime pour pas que le pays s'effondre comme dans d'autres pays? On peut citer l'exemple libyen ou d'autres. Tout à fait, vous avez tout compris. Alors, la Russie ne tient pas à un homme. La Russie tient à l'État syrien, parce qu'aujourd'hui, on peut aimer ou pas aimer Bachar al-Assad, mais il représente l'État syrien. Et nous pensons que dans la situation actuelle, quand il y a une guerre, il faut conserver l'État syrien à tout prix, puisqu'on a vu en Libye et en Irak, une fois l'État est détruit, ça laisse la place aux terroristes. Bernard Sforcini, oui, ça c'est les leçons qu'on doit retenir. En Tunisie aussi. Moi, en Tunisie. La Tunisie avait des structures beaucoup plus importantes. Bernard Sforcini, ça ce sont les leçons que l'on retient de l'intervention libyenne notamment? Oui, bien sûr, mais de toute façon, la révolte des printemps arabes a entraîné une dépression complète de l'activité des services dits sécuritaires qui protégeaient déjà toute cette façade méditerranéenne et qui nous protégeaient aussi. Car nous avions des échanges avec ces services et nous avions donc des résultats significatifs. Aujourd'hui, nous repartons à zéro, à un moment où nous avons une double menace. Celle d'AQMI, AQPA et autres, mais aussi celle de Daesh. Donc on vient faire la guerre auprès de Daesh, mais il faut assurer en retour une sécurisation de notre territoire national à outrance. Et plus on tape Daesh, ce qui est tout à fait normal et légitime, donc on les ébranle, plus ces gens-là veulent nous en veulent. C'est tout à fait logique. On peut pas oui, c'est logique. On ne peut pas bombarder des gens et attendre à ce qu'ils restent. Mais Gérard Longuet, c'est le mot guerre qui est employé. Quand on parle le mot guerre, il est généralement circonscrit dans un territoire. Là, on voit bien que c'est la Syrie. Vous avez tout à fait raison. Moi, je suis très gêné avec la sémantique. C'est pas une guerre? Mais non, c'est un terrorisme de masse. Je suis très... qui répand la terreur. Je suis pas malheureusement. Je crains malheureusement qu'il y a une réalité géographique et territoriale de Daesh. C'est un État. Et en ce sens, c'est un quasi-État ou un proto-État. Qui a des finances. Et donc, là, le mot guerre retrouve son sens, parce que c'est un État qui peut utiliser le terrorisme en France,
mais c'est quand même un centre de décision avec une organisation et des moyens financiers, vous avez raison de le rappeler. Et donc, votre question est tout à fait judicieuse. On utilise le mot guerre, et à certains égards, on conduit une guerre aérienne parce qu'on a décidé qu'on ne voulait pas en faire une autre. Mais le fond du problème est de savoir quel est notre allié, ou plus exactement, quel est notre principal ennemi, qui à court terme doit être le seul ennemi, qui sont nos alliés et quels moyens. Or, nous n'avons pas répondu très clairement pendant longtemps à cette triple question, qui est notre seul et principal adversaire, qui sont nos alliés et quels moyens. Aujourd'hui, on commence à entrevoir la définition de l'ennemi principal. Où est l'Europe? Nous avons posé la question au cours de ce premier jour. Mais est-ce que c'est une honte? Est-ce qu'il faut le dire un peu plus fort? Oui, mais le retour des nous voyons des images de solidarité, on attend plus. Oui, non, je vais vous faire une confession personnelle. Je crois que l'Europe n'a pas le sens du tragique, comme l'ont la Grande-Bretagne et la France. Je parle des 28. Le continent européen a une lourde histoire dans ce domaine. L'Espagne, là, un peu. Mais le continent européen, pendant la guerre froide, a pris l'habitude pour un grand nombre de nos partenaires européens de sous-traiter leur défense aux États-Unis d'Amérique. Ils ne sont pas libérés de cet état d'esprit. Alexandre, alors là, je vais vous laisser réagir et même conclure. Oui, j'ai remarqué qu'en vous posant la première question de ce débat, j'ai parlé de différents attentats. J'ai parlé de la Turquie, du Liban et j'ai parlé de l'attentat du crash au Sinaï. Vous avez tout de suite répondu. Il faut bien comprendre donc que c'est un attentat. Le doute n'est plus permis, on est d'accord? Non, je crois que les doutes sont encore permis. Vous aviez répondu directement à ma question. Puisque l'enquête n'est pas encore terminée, il y a plusieurs versions. Vous devez avoir des informations. Justement, dit que c'était un acte terroriste, il faut le vérifier encore. Mais je voudrais revenir au mot guerre. Moi, je pense que quand même, il s'agit d'une guerre. Parce que la guerre, la notion de guerre, elle a évolué. Les guerres d'aujourd'hui ne sont plus les guerres qu'on était au XXe siècle. Ce ne sont plus des guerres entre les États. Ce sont des guerres d'un genre nouveau. Non, mais et le problème, Gérard, problème, ce qui est, je crois, c'est toute la gravité de vrais problèmes, puisque ces terroristes qui ont pris des kalachnikovs et ont commencé à tirer sur des civils, ils étaient parmi nous. Et le lendemain, ils prennent les armes pour tirer sur le voisin. C'est-à-dire, les terroristes sont parmi nous. C'est ça le vrai problème. Si vous permettez, deux observations courtes. La première, c'est qu'il y a en effet un conflit qui dépasse Daesh, mais qui est en partie à l'origine de Daesh. C'est le conflit entre les chiites et les sunnites dans cette partie du monde. C'est la toile de fond. C'est la toile de fond, et c'est une affaire qui dure depuis 14 siècles, je crois. Donc il y a peu de chances, peu de raisons d'espérer que ça s'arrête demain matin. C'est la toile de fond, et Daesh est un monstre qui n'a été voulu par personne, mais qui s'impose. Deuxième observation, aujourd'hui, la mondialisation, ce n'est pas simplement l'échange d'argent, de produits, d'idées, c'est aussi le fait que des citoyens d'un pays peuvent vivre avec dans leur esprit des références d'un autre pays. Je vous donne un exemple très simple. Quand vous avez dans des cités complètes des coupoles de télévision par satellite qui permettent à des gens de vivre une autre communauté alors qu'ils sont en France, vous avez ce problème de à quelle communauté j'appartiens vraiment. Et la mondialisation, c'est aussi ça. Et je suis persuadé que chez tous ces terroristes qui nous paraissent pour des fous, il y a aussi l'idée qu'en fait, ils ont certes un état civil français, mais dans leur tête, ils vivent ailleurs. Ils vivent ailleurs, et c'est la mondialisation qui permet cela, parce qu'on se déplace facilement, parce que la télévision, parce que les images et parce que le numérique. En plus, c'est ailleurs où ils peuvent acquérir un statut et une considération, malheureusement, pour nous. Statut négatif, mais statut. Merci, messieurs. Merci, Gérard Longuet, Bernard Squarcini. Merci, monsieur Orlov, d'avoir accepté notre invitation. Restez avec nous encore quelques instants, messieurs. Sur le plan extérieur et surtout sur le plan intérieur, il y a eu beaucoup d'annonces, évidemment, aujourd'hui. Des créations de postes, d'autres qui ne seront pas supprimées. On fait le point avec notre chroniqueur tout de suite, Jean-Luc Gombaud. Et c'est un pacte de sécurité, c'est le mot pacte de sécurité qui a été présenté et annoncé par le chef de l'État cet après-midi à Versailles. Création de 8500 nouveaux postes pour la sécurité et la justice, fin des réductions d'effectifs dans l'armée, c'est important. Tout cela a bien sûr un coût, il est temps d'en parler. Bonsoir Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Sonia. Il va falloir intégrer rapidement
le coût de toutes ces mesures. Alors oui, on peut le faire à la louche, puisque les nouvelles datent de cet après-midi, les intégrer pour les présenter devant la Commission de Bruxelles, puisque le président de la République a dit que le pacte de stabilité passait maintenant après le pacte de sécurité. Alors il est vrai que dans le pacte de stabilité, il est prévu qu'il puisse y avoir des circonstances exceptionnelles que ce n'est pas au président de la République de les définir, c'est à la Commission européenne de dire oui, effectivement, vous êtes devant des circonstances exceptionnelles qui vous permettent de dévier de la trajectoire actuelle. Mais le problème, c'est que la Commission européenne, avant les attentats, a dit non, non, vu la direction que vous prenez, vous ne ferez pas 3% en 2017, vous ne ferez pas les 3,3% en 2016, contrairement à ce que vous dites sur le papier. En réalité, entre ce que disait la Commission européenne avant les attentats, il y a à peu près 6 milliards d'écart entre ces évaluations et les nôtres. Ce qui fait que la Commission peut très bien dire, bah, écoutez, oui, mais vous avez déjà constitué un gras de l'ordre de 6 milliards, pioché dedans pour répondre à cette circonstance exceptionnelle. Ça, je ne peux pas conclure là-dessus parce que ça va tellement dépendre d'un rapport de force politique qu'on ne peut pas savoir. Pour ce qui est de l'évaluation des coûts des mesures prononcées par le président de la République, je pense qu'on peut penser qu'entre les 8500 emplois justice, douane et également intérieur, et en plus l'arrêt de la baisse des effectifs prévu dans la loi de programmation militaire, on doit tourner autour du milliard. Donc ça fait quand même beaucoup de dépassements. On peut penser que si on fait cela, on ne sera pas du tout à 3% en 2017, mais à 3,4, 3,5%. Est-ce que la Commission européenne acceptera? C'est encore une fois un rapport de force politique qui va en décider. On aimerait bien l'écouter sur d'autres sujets aussi plus graves. Donc à quoi on peut s'entendre en un mot pour la suite, Jean-Luc Gombault? Eh bien, à quoi on peut s'entendre? Ça va dépendre alors de beaucoup de choses, parce que là aussi, il faut savoir maintenant si les mesures annoncées cet après-midi sont à la mesure de l'enjeu qui va nous être présenté avec la poursuite de la guerre en fonction du débat qu'a eu M. Longuet et M. Orlov. Donc là aussi, nous sommes dans une indécision pour trancher. On aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup, Jean-Luc Gombault, pour votre analyse. Il est 23h passé. On fait le point sur l'avancement de l'enquête ce soir sur les attaques de Paris, ainsi que sur cette journée qui a été très politique avec Paul Bouffard. En fin de journée, l'assistance publique Hôpitaux de Paris a levé le plan blanc d'urgence. La mobilisation maximale de tous les services avait été enclenchée dans les premières minutes des attaques. 433 personnes ont été prises en charge dans les hôpitaux de la capitale. 29 sont toujours à l'heure où je vous parle en situation d'urgence absolue ou en réanimation. Même pas peur, non à la haine, ces mots ont résonné aujourd'hui partout en France. Tout un pays pleure sur les lieux du drame, des bougies, des fleurs par milliers. Depuis 3 jours, la France rend hommage aux victimes des attaques. Audrey Vietoise. Il est midi, la France unie se fige dans le silence. À Lyon, à Toulouse, à Poitiers, 1 minute en hommage à toutes les victimes des attentats de Paris. À quelques pas du Bataclan, les visages sont fermés, graves. Pourquoi? Pourquoi? Parce que la France, elle défend les droits des... Pourquoi? Pourquoi tout ça? Et puis, il n'y a que la Marseillaise pour briser le silence. La France attaquée, c'est le monde entier qui le ressent dans sa chair. Des prières au Royaume-Uni, le silence en Pologne, en Côte d'Ivoire. Le G20 aussi s'arrête quelques instants. À l'autre bout du monde, Melbourne dessine la paix. Nous sommes ici pour soutenir la paix pour tous, et en particulier à Paris. Paris qui ne sombre pas, elle brille toujours dans le monde entier, à l'image de cette tour Eiffel tricolore qui s'illuminera jusqu'à mercredi. Nous vaincrons Daesh ensemble. Déclaration ce soir de John Kerry. Le secrétaire d'État américain sera reçu demain à l'Elysée. Et en Syrie, la France intensifiera ses frappes. François Hollande l'a confirmé aujourd'hui. Depuis le congrès de Versailles, le porte-avions Charles de Gaulle sera déployé en Méditerranée orientale pour tripler les forces d'action. Hier, les chasseurs français, 10 appareils Rafale et Mirage, ont bombardé des cibles djihadistes à Raqqa, un poste de commandement et un camp d'entraînement détruit au nord-est de la Syrie. Depuis la Turquie, le G20 répond aux attaques de Paris. Le sommet a largement été consacré à la lutte internationale contre le terrorisme. Présent, Barack Obama a réaffirmé sa ferme opposition à l'envoi de troupes au sol en Syrie. Le président américain qui a défendu sa stratégie contre l'État islamique. Il a confirmé le renforcement des collaborations entre services de renseignement de son pays et ceux de la France.
Au Sénat, les parlementaires n'ont pas voulu modifier l'ordre du jour. Ils examinent ce soir une résolution sur la COP21 évoquée par le chef de l'État cet après-midi. On retrouve Tam Tranui en salle des conférences. Vous êtes avec le sénateur Les Républicains, Jérôme Bignon. Oui, Jérôme Bignon qui est l'homme de la COP21 au Sénat puisque vous êtes l'auteur de la résolution qui est discutée ce soir. Alors, est-il raisonnable de maintenir la COP21 dans les circonstances actuelles? On sait que dans votre camp notamment, il y a eu quelques réticences, quelques craintes. Il y a des craintes, c'est pas illégitime. Qu'on maintienne pas la COP, à mon avis, c'était compte tenu de la mobilisation et de l'urgence, c'était difficile de l'arrêter. Il y a des enjeux qui sont centraux dans la vie publique mondiale et le problème du climat en est un. On ne peut pas attendre. Donc il fallait éviter de... Un enjeu trop important. C'est capital, oui, c'est capital. C'est vrai que lutter contre le terrorisme, le Daesh est une chose, mais résoudre les problèmes du climat en est une autre. Et puis il s'agit de la survie de l'humanité. C'est un acte de résistance aussi face en plus, oui, au terrorisme. De céder au terrorisme. Et je crois que la bonne attitude, c'est de dire la vie continue et on se bat sur tous les fronts contre eux, contre Daesh, mais aussi on continue le combat pour la survie de l'humanité. Est-ce que vous craignez que ces négociations soient réduites à la négociation officielle, c'est-à-dire au strict minimum, puisque Manuel Valls l'a dit lui-même, toutes les manifestations prévues, notamment avec les ONG, ne pourront pas avoir lieu? J'espère qu'il y en aura quelques-unes quand même, parce que les ONG sont très mobilisées et elles seraient très déçues. Elles jouent un rôle important de moteur, d'aiguillon, de réflexion, et donc je souhaite pour elles, et pour tous ceux, j'appartiens à une plateforme qui s'appelle Océan et Climat, avec qui je me suis mobilisé pendant des mois, et je pense qu'ils seraient extrêmement déçus, comme toutes les ONG. Cela étant, il y a des impératifs de sécurité. Il ne faut pas confondre une sorte de grande fête et l'objectif qui est de parvenir à un accord universel, financé et contraignant. Très rapidement, comment est-ce qu'on sécurise un tel événement alors qu'il va y avoir 117 chefs d'État attendus? Le bon choix, c'est d'avoir été au Bourget, parce que c'est un endroit qui est en dehors de la ville et qui est lui-même sécurisé compte tenu du fait que c'est une plateforme aéroportuaire avec des bâtiments qui sont isolés, qui peuvent être isolés, des clôtures, etc. C'est vrai que c'est très difficile, et moi je ne suis pas préfet de police, j'imagine que le pauvre préfet de police, il doit avoir des cheveux blancs, mais je pense qu'il y a des techniques que la police assume, et dans notre pays, on est quand même assez développé pour y arriver. Merci beaucoup Jérôme Bignon d'avoir répondu à nos questions. Merci Tam, on passe tout de suite à la revue de presse. La revue de presse de vos unes à paraître demain, et on va commencer, Paul, avec, évidemment, c'est toujours à la une, les attaques de Paris. Oui, Sonia, nous allons consacrer cette séquence aux couvertures des hebdomadaires de la semaine, des éditions spéciales pour certains, comme l'Obs, en bleu, blanc, rouge, avec le sigle Peace and Love, et la Tour Eiffel pour centre, une jeune femme dans les bras d'un jeune homme, et cette date qui marque déjà l'histoire de la France, le 13 novembre 2015. Paris Match, à présent. 44 pages spéciales Paris en état de choc et ses victimes, des survivants en couverture délivrée après le massacre du Bataclan, et cette photo extrêmement émouvante d'une jeune femme blessée sur un brancard évacué par les secours. Il était 1h du matin, la prise d'otage venait de s'achever. Paris Match qui titre « La France attaquée ». Il y a aussi Paul l'Express avec un numéro spécial, bien sûr. Une couverture guerrière sur fond d'uniforme kaki. Les militaires mobilisés à Paris comme à l'extérieur du pays. Comment écraser Daesh, titre le magazine qui revient sur les défis de l'hyper-terrorisme et qui donne aussi les clés des conflits en Syrie et en Irak. En une de Marianne également. Une réplique de la Marianne de Delacroix ensanglantée. Elle se dresse au-dessus des cadavres de ces terribles attentats. Et justement, le magazine titre « Nous serons toujours debout ». Marianne qui lance un appel à la jeunesse aux terroristes. Une preuve selon l'hebdo que face à la barbarie, la France s'est prouvée qu'elle est solidaire, Sonia. Voilà, toujours debout. Merci beaucoup, Paul. À demain. Toujours debout, c'est de l'importance des mots utilisés. On va en parler tout de suite. Il y a la nécessité de la riposte, des mesures annoncées, du débat qui s'est tenu, on en parlait tout à l'heure, mais il y a aussi les mots utilisés pour expliquer, nommer l'ennemi, comprendre pour agir. Et on va écouter justement un extrait du discours de François Hollande sur cette guerre que nous menons en ce moment. Ceux qui ont voulu le meurtrir en frappant délibérément des innocents sont des lâches qui ont tiré sur une foule désarmée. Si bien que nous ne sommes pas engagés dans une guerre de civilisation, parce que ces assassins n'en représentent aucune.
Nous sommes dans une guerre contre le terrorisme djihadiste qui menace le monde entier et pas seulement la France. Et on accueille nos invités. Jean-Paul Delevoye, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes le président du Conseil économique, social et environnemental. Merci d'être avec nous. Benjamin Stora, bienvenue et bonsoir. Vous êtes historien, président du Conseil d'orientation du Musée de l'histoire de l'immigration. Et nous accompagne François Dorcival. Bonsoir. Bonsoir Sonia. Éditorialiste à Valeurs Actuelles. Alors messieurs, vous venez d'entendre un extrait de ce discours cet après-midi de François Hollande qui a parlé d'abord qu'il n'y a pas de guerre de civilisation parce que ces djihadistes et terroristes n'ont pas de civilisation. Et puis il a ensuite parlé, je vous ferai réagir, de l'idéologie djihadiste. Jean-Paul Delevoye, si on fait ce débat, c'est parce que les mots sont importants. D'abord, pour nommer l'ennemi et savoir qui on combat, mais aussi quand on parle à notre société, aux Français, aux citoyens. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que je regardais la comparaison, si possible, Charlie. Le peuple était divisé, ceux qui étaient pour Charlie et anti-Charlie. Et la classe politique était unie. Et là, après ces événements, on s'aperçoit que le peuple est à l'unisson et la classe politique est assez divisée. Et je suis fasciné par cela. La seconde, c'est que l'on s'aperçoit que la France était en guerre, mais les Français n'étaient peut-être pas suffisamment conscients de cela. Et aujourd'hui, la guerre est en France. Et que nous connaissions la paix et la sécurité. Et là, nous sentons bien que nous sommes en paix, mais nous ne sommes plus en sécurité. Donc il y a un état d'esprit nouveau. Et la réflexion que nous devons mener les uns les autres, c'est d'éviter les amalgames, les confusions, parce que justement, il n'y aurait pas de précision sur les mots. Qui est en face? Que cherche-t-il? Ce n'est plus les Juifs qui sont visés, ce n'est pas une telle catégorie de personnes, c'est la France, dans sa jeunesse, avec la problématique des lieux, des symboles, une violence aveugle. Et la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi un certain nombre de jeunes qui sont passés par le circuit français, veulent, parce qu'ils ne réussissent pas la vie, réussir leur mort en détruisant d'autres Français. Et donc nous devons être attentifs à fait qu'il y a une guerre à l'extérieur, mais il y a probablement une capacité de conflit à l'intérieur de nous-mêmes, en France, qui peut nous opposer les uns aux autres et qui peut être extrêmement préoccupante. Et je terminerai parce que c'est la guerre des esprits qui est aussi en cause. Et que la mécanique infernale dans laquelle les terroristes nous veulent nous enfermer, c'est par les flux migratoires de développer un sentiment anti-musulman, comme on a eu un sentiment antisémite dans les années 30, et en même temps de tuer les économies émergentes dans les pays du Maghreb touristes. Donc il y a des effets tenailles extrêmement préoccupants où la manipulation psychologique est aussi importante à analyser que la guerre des armes. Alors ça c'est très important parce que vous insistez sur la situation intérieure. Benjamin Stora, il faut, et on le dit souvent, voir la réalité en face, ne pas comprendre aujourd'hui que certains individus français qui sont nés ici en France nous haïssent au point de vouloir nous tuer, refuser aussi peut-être, certains disent l'évidence, qu'il y a une crise, et il faut dire le mot, identitaire, c'est aujourd'hui ne pas regarder cette vérité en face. Oui, effectivement, il y a une fragilisation du lien national en France, bien sûr. Il faut réaffirmer le récit républicain, ça me paraît assez évident, et faire en sorte de ne pas tomber dans le piège qui nous est tendu, c'est-à-dire de se séparer ou de séparer ceux qui sont d'origine étrangère de ceux qui sont français. La guerre civile, quoi. Parce que c'est ça l'objectif recherché par ceux qui ont frappé Paris samedi soir, c'est de diviser, de séparer en fait les communautés entre elles, alors que nous devons répondre précisément par la réaffirmation d'un récit républicain qui est naturellement fondé sur des principes, qui sont les principes d'égalité, les principes de république, les principes de fraternité aussi, parce que moi ce qui m'a frappé aujourd'hui, c'est, et vous avez raison de le souligner, c'est que ceux qui avaient les Kalachnikov avaient pratiquement le même âge que ceux qui ont été tués et ont été assassinés. Et ça doit nous interroger sur ce qui se passe dans notre propre société, ce qui se passe en France. C'était des jeunes de chaque côté de la barrière, de chaque côté de la barricade, avec des assassins, bien entendu, qui sont mus par une haine terrible contre la France, alors qu'ils sont français. Ça, c'est aussi une interrogation qu'il faut qu'on ait. Et puis une sorte de haine, disons le mot, raciste. Parce que quand vous décidez de déshumaniser celui que vous tuez, ça s'appelle comment? Ça s'appelle du racisme. Donc, il faut qu'on réfléchisse effectivement sur tout le système éducatif, qu'on réfléchisse évidemment sur ce que vous avez souligné, sur la question politique, sur la question des élites politiques par rapport à la société, bien entendu. Faire en sorte aussi de trouver des interlocuteurs dans la jeunesse.
Il faut trouver des interlocuteurs. Il faut avoir le courage aussi d'aller discuter. Quand vous dites qu'il faut les trouver, c'est-à-dire qu'elles n'existent pas. Il n'y a pas vous ne les voyez d'interlocuteurs. pas. Vous savez, il y a un effondrement des mouvements antiracistes en France. Donc, on a beaucoup tapé sur les mouvements antiracistes en disant c'est fini, alors, ça vaut rien, etc. Quels sont les interlocuteurs politiques dans la jeunesse radicalisée aujourd'hui? Cette jeunesse, vous savez, qui était dans l'anti-Charlie du mois de janvier, etc. Il n'y en a pas. Je veux dire que c'est très compliqué. Et les partis politiques aujourd'hui devraient faire cet effort, d'aller chercher des interlocuteurs culturels, des interlocuteurs politiques, aller sur le terrain, c'est-à-dire aller voir qui sont, disons, ces jeunes, pour empêcher les processus de radicalisation. Si on ne tend pas la main, si on ne réfléchit pas sur ce qui se passe dans la connaissance de notre propre société, comment voulez-vous qu'on ait la connaissance de ce qui se passe en Syrie, par exemple? J'ai écouté votre débat précédent, évidemment, et ce qui me frappe, c'est la méconnaissance que nous avons sur ce qui se passe réellement en Syrie, à l'intérieur de l'appareil d'État syrien. On ne sait pas. Quelle est la lutte des clans qui s'opère? Quelle est la place des services syriens? On n'a pas cette connaissance géopolitique et parfois même historique de certains pays. Mais bien, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Parce qu'on me disait tout à l'heure, l'État syrien. Mais c'est quoi l'État syrien? Ça n'existe plus. Les frontières, il n'y en a plus. Je veux dire, c'est un État-nation qui s'est littéralement effondré. C'est le même cas aujourd'hui en Irak, avec ce qui s'est passé au Kurdistan. Enfin, je fais un aparté en termes de géopolitique. Prenons garde et faisons en sorte que dans notre propre société, c'est-à-dire la société française, on ait ce type de méconnaissance. C'est-à-dire qu'on ne sache pas qui sont ces jeunes, d'où ils viennent, quel est leur parcours, quelle est la trajectoire suivie, quel est le système éducatif qui est le nôtre, quelle est la forme de récit politique que nous proposons. Au-delà. Et François Torcival, il faut aller au-delà et peut-être ne pas s'arrêter. J'ai relevé quelques phrases ces derniers temps, notamment de responsables européens qui disent « pas d'amalgame ». D'accord, une fois que c'est dit, derrière, il faut comprendre, il faut expliquer. Est-ce que ce travail, il est fait aujourd'hui? Est-ce qu'on ne se limite pas à des phrases qui sont comme ça jetées, souvent par des élites politiques et certaines élites intellectuelles, et on ne va pas plus loin et on s'empêche de mettre le débat sur la table? Les mots et les phrases, c'est ce qu'il y a de plus facile à prononcer lorsque on est dans le deuil comme nous le sommes en ce moment, dans les périodes d'émotion qui suivent des attentats. Ça exonère des explications, de fond, et donc d'aller plus loin. Je dois dire que vraiment, je poursuis ce qui a été dit à la fois par Jean-Paul Delevoye et Benjamin Stora, en allant simplement un peu plus loin. Oui, ce sont des jeunes gens. Oui, ce sont des jeunes gens nés français. Ce sont des jeunes gens terroristes. Mais j'y ajoute une chose. Ce sont des jeunes gens terroristes nés français et qui ont accompli ces actions au nom d'un fanatisme de nature religieuse. Là, je n'invente rien, puisque nous avons le communiqué de revendication de l'État islamique. Et l'État islamique nous cite le sourate 59, verset 2 du Coran. Ils disent très clairement les endroits qui ont été choisis minutieusement pour l'action de ces garçons qui avaient 25 ou 30 ans. Or, le détail très important, c'est que nous les appelons kamikazes. Nous les appelons kamikazes parce que dans notre imaginaire, les Japonais se faisaient sauter en démolissant des bateaux ou des soldats américains. Très bien. Eux ne s'appellent pas kamikazes, ils s'appellent martyrs. C'est-à-dire que toutes ces actions, c'est en quoi c'est compliqué de les combattre, c'est qu'elles sont de nature religieuse. Ils mettent de la religion dans tout. Alors on peut dire ça n'est pas le Coran, etc. Mais pour eux, oui, ça l'est. Enfin, Benjamin Stora fait une remarque tout à fait importante et qu'on néglige souvent. Il dit, mais quels sont les interlocuteurs? Que sont devenus les organisations antiracistes? Et ça, c'est une vraie question. Pourquoi n'entendons-nous plus parler? Mais parce qu'elles ont été balayées par ce qui s'est passé. Aujourd'hui, par exemple, la marche des beurs, les ni putes ni soumises, etc., toutes ces marches qui ont existé dans le passé étaient animées notamment par des garçons et par des filles. Et on se disait, toutes les filles qui vont venir d'Afrique du Nord, elles vont humaniser, transformer cet islam qui est en train de bouger. Ça n'est pas ce qui s'est passé. Ces filles, aujourd'hui, elles se convertissent et elles portent le voile. C'est-à-dire que nous sommes passés de l'antiracisme des années 90, début 2000, au contraire,
à un fanatisme religieux. Et ça, c'est difficile. Et ça, c'est difficile à affronter. Oui, oui, je dirais, il y a une revendication identitaire. Absolument. Identitaire religieuse. Absolument. J'avais été fasciné par la conjonction de deux événements. J'étais, comme tous les ans, invité à commémorer autour du président de la République, avec les autorités militaires et civiles, la cérémonie du 11 novembre. Et un moment plein d'émotion, c'est que lorsque l'on a cité les noms des militaires disparus cette année pour défendre les valeurs de la France, et sans me tromper, sur les 4 soldats que l'on présentait, 3 prénoms montraient à l'évidence l'origine maghrébine de ces soldats. Voilà. Et je me disais que ce que vous indiquiez, que en réalité, vous présidez le musée de l'immigration. Quand on le visite, on voit la force que la France a tirée de sa diversité. Or, la France a toujours nié sa diversité. Et elle a conjugué l'unité égale l'uniformité au point qu'on entend même des discours aujourd'hui totalement éculés que l'on avait combattu avec la montée du nazisme sur la notion de race. Chose totalement disparue. Or aujourd'hui, effectivement, comme on n'existe plus en tant que communauté française, au point même que certains grands journaux, et je le dis avec beaucoup d'amitié parce que ce n'est pas votre cas, disent « les Juifs de France ont peur, les musulmans de France ont peur ». C'est-à-dire que, de façon incroyable, on a dérivé d'un problème politique à un problème religieux. Et au lieu de dire les Français de confession juive, les Français de confession musulmane, et on continue à parler des Français de 2e ou 3e génération, comme s'il y avait de bons Français ou de mauvais Français, non pas en fonction de leur citoyenneté, mais en fonction de leur... Voilà. Donc nous avons un combat intellectuel à mener, nous avons une bataille des esprits à reconquérir. Et lorsqu'un certain nombre de jeunes... j'étais fasciné par l'analyse d'un psychiatre qui indiquait, quand vous regardez les jeunes radicalisés, 25 d'entre eux sont mineurs, et c'est le passage à l'adolescence. Et il indiquait, lorsque vous avez une recomposition de votre identité et un besoin d'idéal, Simone Veil disait ça en 1942, les peuples ont besoin de plus de grandeur que de pain. Lorsque les jeunes cherchent un idéal, ils le trouvent quelquefois dans le combat en Syrie contre ce qu'ils estiment une injustice du monde occidental. Nous ne leur offrons plus d'idéal à notre jeunesse. Et si on ne comprend pas ça, on ne peut pas les combattre, Jean-Paul Delevoye. Vous avez dit quelque chose de majeur. Absolument. Ils cherchent et ils trouvent quelque chose là-bas. Qu'on considère que ce soit de la folie ou quelque chose de barbare, ils le trouvent. Et d'où la question, Benjamin Stora. Alors, où sont ces contre-discours? Par qui sont-ils portés? Les contre-discours de qui? Par rapport à tout ce qui est en train de les jeunes dont vous parliez, est-ce que vous les voyez? Parce que vous dirigez quand même l'un des... Vous savez, moi j'ai enseigné 35 ans à Paris 8, Saint-Denis, à Paris 13, Villetaneuse et à l'INALCO dans le département d'Arabe. Donc c'est clair que j'ai vu passer des milliers d'étudiants en 35 ans d'enseignement. Je n'étais pas enseignant à Sciences Po ou à Polytechnique. Donc je sais de quoi je parle et à partir d'où je parle. Bon, premièrement. Et ce que j'ai pu voir, c'est que dans ces 30 ans-là, effectivement, progressivement, il y a une masse de ceux qui sont d'origine maghrébine, enfin, issus de l'immigration, qui sont devenus enseignants, pharmaciens, gens des services de renseignement, beaucoup, surtout à l'INALCO, etc. Et donc on a cette masse, disons, de ceux qui s'estiment profondément français, mais de culture musulmane. C'est la masse. Il ne faut jamais l'oublier, ça. Et puis, il y a une avant-garde qui s'est radicalisée. Alors ça, c'est le problème. C'est-à-dire que la radicalisation d'une avant-garde, à la fois idéologique, politique et religieuse, bien entendu, cette avant-garde qui se détache de cette masse-là, peut-être qu'on aurait intérêt à ne pas trop la privilégier par rapport à la recherche d'interlocuteurs politiques et culturels situés dans la masse de ceux qui franchissent le parcours. Donc la clé, c'est dans cette masse. Ces interlocuteurs sont dans cette communauté, cette population musulmane. François d'Orcival, on dit souvent la clé est là. Et souvent, les Français qui sont de culture ou de religion musulmane disent mais que faut-il faire? On ne nous invite pas sur les plateaux, on ne fait pas porter notre voix, il n'y a pas de clergé dans cette religion-là. Comment doivent-ils s'exprimer davantage pour qu'on les écoute et qu'on ne dise plus que ces gens-là ne sont pas dans la rue quand il faut manifester? Écoutez, je crois qu'il y en a 2 clés. Il y a une clé qui est pour l'éducation, la pédagogie, l'instruction de ces générations qui se succèdent. Ce que je note, c'est que les djihadistes qui se sont fait exploser et qui ont massacré le 13 novembre, ce sont des garçons de 25 à 30 ans. Ce ne sont pas des 15 ans. Bien, donc il y a une clé qui consiste à être, comme le président de la République le dit, impitoyable dans la lutte contre ces djihadistes terroristes-là. L'autre clé, c'est celle dont vous parlez. C'est évidemment celle de l'éducation en général. Mais là, je dois dire que le travail, d'une certaine façon,
tout le monde sait ce qu'il faut faire. Oui. Puisque, on ne cesse de le répéter. Mais exactement, au lendemain des attentats de janvier, qu'avait demandé le président de la République? Il avait demandé un rapport à Claude Barthelone à l'Assemblée nationale, un autre à Gérard Larcher au Sénat. Ces deux rapports, d'une certaine façon, se complètent, mais la force de ce qui est dit à l'intérieur du rapport de Larcher au Sénat, c'est quoi? C'est notre culture, notre identité, notre histoire, notre patrie, l'âme française qui a été citée cet après-midi. L'âme française, et non pas l'identité française. On peut souligner qu'il y a une évolution, l'âme française. Oui, mais c'est beaucoup plus fort, l'âme française. Eh bien, ceci vient s'imposer à tous ceux qui constituent la communauté nationale. S'il n'y a pas cette autorité-là, il y a dissolution. Jean-Paul Delevoye, donc il ne faut pas craindre d'affronter lucidement la question de nos faiblesses internes dans notre démocratie pour pouvoir combattre l'ennemi. On parle des armes, on parle d'une riposte, on parle du plan militaire. Nos invités tout à l'heure nous parlaient de politique étrangère. Mais c'est pour ça que ce débat est important, sur les mots qu'on nomme pour l'éducation, la pédagogie, la compréhension, tout cela. C'est évident que le président de la République, avec autorité, cherche à rassurer l'opinion et en disant on va punir celui qui nous a punis. Oui. Mais ce langage guerrier, cet engagement qui est nécessaire, ne doit pas camoufler l'analyse de nos propres faiblesses mentales. En réalité, nous avons laissé dériver un certain nombre d'hommes et de femmes à qui l'on a cru que l'espérance française, l'ascenseur social, était promis pour tous. Et assez rapidement, ils ont eu un problème de quête d'identité. Je ne suis pas algérien en Algérie, je ne suis pas français en France. Et nous-mêmes... Donc je suis musulman. Donc je cherche à exister quelque part. Et lorsque je discutais avec un certain nombre de jeunes dans les quartiers difficiles de Marseille, ils me disaient la seule personne qui me donne des repères, c'est la personne qui me demande de ne pas fumer, de ne pas boire, de respecter une certaine morale et de venir faire ma prière. Je ne cherche pas à combattre la République. Je souffre d'un manque de République. Et là, nous devons être attentifs les uns des autres à reconquérir le respect du drapeau. Quelle est la personnalité politique qui a prononcé le mot de liberté, égalité, fraternité? Le président américain. Exactement, et il l'a fait en français. Et en français. Donc nous devons être attentifs aujourd'hui à ce que la reconquête de nos valeurs, de ce qui fait la France, pas uniquement par une identité française, parce que l'identité, elle évolue, mais si nous ne retrouvons pas ce qui fait sens, ce qui fait société, ce qui fait lien, et que la diversité est un enrichissement, eh bien, nous risquons d'avoir des confrontations et des radicalisations. Moi, j'assiste avec fascination et angoisse à ce qui se passe aux États-Unis. La radicalisation politique est à un point tel que lorsqu'un républicain dit du bien d'Obama, il est viré de son parti. Et on me dit que la radicalisation politique est en train d'évoluer vers la radicalisation religieuse. La France, qui a eu l'intelligence de mettre la laïcité, doit être attentif au fait qu'aujourd'hui tout est fragile et que si nous laissons ce ciment collectif disparaître, c'est la remise en cause de tout ce qui fait société ensemble. La réponse est plus de République. Benjamin oui, c'est-à-dire que ce qui est très difficile, il faut à la fois tenir un discours républicain, ça a été dit, bien entendu, les principes, l'amour du pays, etc. Et en même temps, eh bien, continuer le combat contre les discriminations et la question du racisme. Il faut, à mon sens, c'est ma position que j'exprime, si on ne tient pas ces deux discours, et si on n'en tient qu'un seul, on ne sera pas audible. C'est clair. C'est le cas, une grande partie de la jeunesse française. Il faut tenir les deux discours. La reconstruction d'un mouvement antiraciste dans ce pays s'impose. Sous quelle forme, je ne sais pas. Mais il faut se poser la question. Si on ne tient pas ces deux discours en même temps, et c'est toute la difficulté, on n'aura qu'un seul discours. Et un seul discours nous renvoie, disons, à un déséquilibre sur le plan politico-culturel qui est dangereux, qui est difficile à tenir. Voilà. En tous les cas, merci messieurs pour ce débat apaisé, serein. On en a bien besoin en ce moment. Merci beaucoup, c'était un plaisir de vous recevoir. Merci à vous. Merci plus largement de votre fidélité. On va se quitter sur ces images. La France, les Français qui rendent hommage aux victimes des attentats. Et ce sont des images, on va insister sur ce point, des images sur une musique qui a été réalisée par Christophe Lelouch, qui a été victime, lui aussi, des terroristes au Bataclan. Et il avait composé justement ce morceau pour notre antenne. Merci à vous. I'm scared by the white hole, and now I'm all alone. Alone, the night it's hard, but I carry on. She takes anyways, she's walking on.